Le mariage est une union légitime et contractuelle de deux personnes à durée déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution religieuse, juridique ou traditionnelle qui en détermine les modalités. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons les 4 différents types de mariages qui existaient dans le royaume Bamoun précolonial et qui ont disparu au fur et à mesure que la colonisation et les religions importées se sont installées. Ces 4 types de mariages engageaient de façon diverse et variée la responsabilité des deux individus qui se mettaient ensemble et parfois celle de leur famille. Bienvenue à la revue des griots, mon nom est Lily et c'est parti pour une nouvelle aventure en pays Bamoun. Dans le royaume Bamoun précolonial, la noblesse de sang Bamoun est soumise à certaines règles qui définissent les possibilités d'une union. En effet, les mariages sont proscrits entre individus issus d'un ancêtre commun en ligne agnatique, à moins que l'on puisse compter plus de 3 degrés de parenté depuis l'ancêtre. Par conséquent, au sein d'un patrilignage, un homme ne pouvait épouser sa sœur, la fille d'un frère de son père, à savoir sa cousine, la fille du fils du frère du père de son père, la fille de la sœur de son père, les filles de sa sœur. Dans le patrilignage de la mère du futur époux, les mêmes principes s'appliquent. Il est donc interdit le mariage entre cousins, le mariage entre petits cousins croisés matrilatéraux. Cette coutume n'est pas toujours suivie à la lettre. Les populations se déplacent d'un coin du royaume à un autre et à cause de ces migrations, il est souvent difficile de déterminer la généalogie des partenaires au moment de l'union. Quand il est établi qu'un mariage n'aurait pas dû être célébré en raison du degré de parenté, un morceau de fer est accroché au lit du mari. Au moment où un jeune homme est en âge de se marier, son père ou le tita dont il dépend lui attribue une terre cultivable et un terrain. Les produits qui proviennent de cette terre servent à nourrir sa future famille, tandis que l'habitation familiale sera construite sur le terrain. C'étaient les chefs de famille, à savoir les tita ou l'Enji, qui procuraient une femme à chacun des jeunes hommes qui dépendaient indirectement ou directement d'eux. L'Enji, rappelez-vous, sont des chefs de lignage. Nous en avons parlé dans la capsule vidéo numéro 1 de cette chaîne. Quant à ce qu'est un tita, j'en ai parlé dans l'épisode sur la vie d'un couple Bamoun en période précoloniale. Un épisode que je vous invite à visionner, bien sûr. Parfois, les jeunes nobles choisissent eux-mêmes leurs futures épouses. Dans certains cas, les unions sont arrangées longtemps à l'avance. Si un homme a un ami dont la femme est enceinte, il peut toucher le ventre de la femme enceinte pour exprimer son désir de soit épouser la fille qui naîtrait, soit de donner cette fille en mariage à l'un des siens. Bon, maintenant que vous avez une idée des interdictions qui planaient autour de la contraction d'un mariage chez les Bamoun, je vais commencer par décrire le mode de mariage le plus traditionnel, à savoir le mariage rissi. En pays Bamoun, un noble de sang peut prendre pour épouse la fille née d'un fils, du frère du père de son père. Ce type de mariage satisfait largement le prérequis dont nous avons parlé plus tôt, à savoir la présence d'au moins 4 degrés de parenté. Le mariage rissi est l'un des mariages les plus onéreux que les Bamoun pratiquent. Ce sont donc les chefs de lignage et les hommes nobles qui contractent ce type d'alliance pour des raisons purement politiques et hypergamiques. Quant à la famille de l'épouse mariée au rissi, leur intérêt est de voir leur fille devenir la mère de l'héritier du mari. Rissi signifie littéralement que le mari a placé sa chaise chez ses beaux-parents. La chaise est vue ici comme le symbole du rang du mari. En d'autres termes, l'un des fils nés de la femme épousée au rissi
devait être désigné comme étant le successeur de son père. Au début du XXe siècle, les personnes qui se marient au récit ne sont plus tenues de respecter cette obligation de succession. Toutefois, la femme mariée au récit reste l'objet d'attention particulière de son mari. Le mariage récit comporte certaines démarches matrimoniales. En effet, la première étape consiste à avoir recours à un intermédiaire originaire de la famille de la fille afin qu'il engage les pourparlers entre la famille de la fille et celle du jeune homme. Un coq lui est offert pour le récompenser pour ses services. Ensuite, c'est accompagné de parents, son père, frère du père et son frère que le jeune homme qui souhaite se marier se rend dans la famille de sa prétendante avec du vin et des colas pour leur faire part de son désir d'épouser leur fille. Si les parents de la fille répondent par l'affirmative, des semaines ou des mois plus tard, le jeune homme va au village de la future épouse pour pratiquer une cérémonie appelée le Ntodasi. Ntodasi signifie littéralement percer la maison des beaux-parents. En d'autres termes, venir à bout des réticences des beaux-parents. Quand le jeune homme avec quelques amis arrive au village de ses futurs beaux-parents, il y va avec pour but de dissiper toutes sortes de réserves que la famille de la jeune fille aurait encore à son égard. Et bien sûr, il ne se présente pas les mains vides. Il apporte aux parents de la jeune fille des coris, de la volaille, des chèvres et de la cola. Au village, il est reçu par les vieilles femmes du lignage du père et de la mère de la jeune fille. Ces dernières se livrent à un jeu pour le moins particulier. Enduites de boue et de cendres, elles font toutes des grimaces imaginables et inimaginables pour provoquer un fou rire de la part des visiteurs. Si ceux-ci tombent dans le piège, ils sont accusés d'irrespect et doivent payer une amende en dédommagement. Si un des visiteurs est accusé d'avoir offensé une des vieilles femmes du lignage dans le passé, il paye une amende, que l'injure soit récente ou passée. Pour corser l'affaire, les vieilles dames n'hésitent pas. Elles n'hésitent pas du tout à inventer des offenses commises par les visiteurs et c'est lorsqu'elles sont satisfaites qu'elles arrêtent leur jeu pour manger et boire. Elles sont plutôt futées, ces mémés. À partir du moment où les vieilles dames mangent et boivent, le jeune homme est considéré comme leur gendre. Par conséquent, il doit respecter un certain nombre de règles auxquelles sont soumis les gendres envers leurs beaux-parents, notamment les aider lors des travaux champêtres, réparer leurs habitations, se détourner à l'approche de la mère de la jeune fille et de ses coépouses, ne pas manger de la nourriture en leur présence. Si le jeune homme ne se détourne pas à l'approche de ses beaux-parents, ou pire encore, mange en leur présence, on dit de lui qu'il a renversé les beaux-parents. En d'autres termes, il les a déshonorés. Naturellement, le renversement des beaux-parents est sanctionné par une amende. La dernière démarche matrimoniale, c'est l'alliance. Elle a lieu chez la future épouse. Le jeune homme, toujours accompagné de sa famille, chargé de vin et de cola, remet au père de la jeune fille la somme de 2000 coris qui est ensuite donnée à la mère. Au cours de la réunion, du vin est consommé et la jeune fille jette avec timidité le bouchon d'une calebasse de vin dans la direction du jeune homme, un geste qui signale l'approbation du mariage par la future épouse. Les enfants nés avant le versement des 2000 coris appartiennent au lignage de la femme. Ils sont appelés des ponguettes ou enfants de l'amour, tandis que les enfants nés après le versement des 2000 coris sont les enfants du mariage ou les polam et appartiennent au lignage du mari. Après cette rencontre, la jeune fille peut aller résider chez son futur époux. Mais attention, la dot ici doit être payée. À défaut de paiement, l'enfant né du mariage peut être envoyé dans le lignage de l'épouse. Le montant de la dot est généralement fixé lors de la dernière démarche matrimoniale.
Au cas où il n'est pas fixé à cette occasion, les représentants du couple le font lors d'une visite ultérieure. Comme dans toute bonne transaction monétaire qui se respecte, il y a négociation et la dot n'y échappe pas. Malgré le marchandage, le prix de la dot d'une femme s'élève généralement à 3 esclaves si le prétendant ne verse pas de cauris. Dans le cas contraire, le prix revient à 45 000 cauris pour 2 esclaves, plus une somme de 9 000 cauris en guise de cadeau pour les beaux-parents, et enfin, une somme de 10 000 cauris, souvent réduite à 7 000 cauris pour garder la femme. La remise d'esclaves lors des dots ne sera rendue possible qu'à partir des conquêtes du roi Bouimbé, roi guerrier qui est responsable de l'agrandissement considérable du royaume Bamoun et bien sûr de son nombre de captifs. Ah oui, vous l'avez remarqué, se marier au Risti a un coût et même pour garder la femme, il faut mettre la main dans la poche. Garder la femme dans le paradigme Bamoun signifie tout simplement que les beaux-parents ont l'obligation de fournir une femme en remplacement si leur fille décède. Mais cette obligation venait avec quelques exceptions. On ne remplace pas une épouse si elle est victime d'une noyade, de la foudre, brûlée, frappée de la variole, tuée par un fauve, ou parmi ses enfants, aucun ne succède à le père. Dans le cas où parmi les enfants de l'épouse décédée, aucun ne succède à son père, la famille de la fille se devait quand même de compenser l'époux. Si la femme a donné 4 enfants à son époux, la famille de la femme lui remet une chèvre. Si au contraire, elle lui a fait 16 enfants, la famille de l'époux lui remet une poule. Les tests historiques ne contiennent pas d'informations dans le cas où la femme lui aurait donné 1, 2, voire 3 enfants. Si aucune des exceptions citées plus tôt s'applique, le mari se doit d'accepter la remplaçante fournie par la belle famille, qu'elle lui plaise ou non. En d'autres termes, qu'elle soit jeune ou âgée. Notons en passant que les Bamoun associaient la notion de beauté à celle de la jeunesse. Vous l'avez certainement constaté, le mariage réussi est marqué par de lourdes contraintes pour la famille de la femme. Quand la femme mariée au récit décède, son corps n'est pas enterré et son père pouvait être enfermé dans la même pièce où était conservé son cadavre. Dans cette pièce, on faisait brûler du piment jusqu'à ce que la famille de la femme envoie la remplaçante de l'épouse décédée. Senjoya, 17e monarque de la dynastie, qui mettra fin à cette contrainte lorsqu'il deviendra roi. Le mariage rishi disparut dans les années 20. Ce sont les années où les colons français suppriment l'esclavage, dispersent les serviteurs, s'approprient les domaines des chefs de lignage, ce qui entraîne la faillite de ces derniers qui se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire les dépenses financières qu'un tel mariage exige. Tintin en langue Bamoun signifie « le marché est coupé ». En d'autres termes, il s'agit d'une alliance où une fois que le prix du montant de la dot est fixé, l'affaire est tranchée et toute autre forme d'engagement n'est pas requise. Il faut noter que les démarches matrimoniales du mariage Tintin et celles du mariage Rissi sont identiques. Comme pour le mariage Rissi, lors d'un mariage Tintin, une somme fixe de 2000 cauris est versée. En plus de ce montant fixe, il y a un autre versement dont la valeur varie selon les besoins d'argent de celui qui dispose d'une femme à marier. La différence majeure entre ces deux mariages est que pour le mariage Tintin, il n'y a pas une obligation de remplacement de la femme. Et le montant remis lors de la dot est juridiquement moins important. En effet, quelque temps après l'arrivée des Allemands, le pouvoir royal décrète que le montant de la compensation versée lors d'un mariage Tintin ne doit pas dépasser plus de 8000 cauris. Toutefois, ce plafond n'est pas souvent respecté. Vers la fin des années 20, certains Bamoun auraient remis 80 à 100 000 cauris pour obtenir une épouse. Le prochain mode d'obtention d'une épouse que nous explorerons est le mariage par don.
Le mariage par don n'exige aucune compensation monétaire, mais crée plutôt une relation de créancier et de débiteur. On parlera ici de droit matrimonial. Le principe est simple. Celui qui procure l'épouse devient un créancier car il a le droit de recevoir la compensation perçue lors du mariage ici ou Tintin de la première fille de la femme qu'il a procurée. Le débiteur, quant à lui, perd le droit futur de recevoir la compensation matrimoniale versée lors du mariage de cette première fille. Le mariage par don se passe sans aucune démarche matrimoniale. La femme va tout simplement vivre dans la maison du mari après le don. Ce genre d'union se produit à travers le royaume en commençant par le roi, les chefs de lignage et même les pères de la plus petite des familles. Cependant, ce sont les chefs de lignage qui le pratiquent le plus et ce type de mariage leur est bien sûr très profitable car ils ont à leur disposition certaines filles de leurs fils et frères auxquels ils avaient donné une première épouse, des femmes données par le roi à titre de gratification qu'ils peuvent donner à leur tour, des droits matrimoniaux sur les filles de ces femmes si elles ne revenaient pas au roi, des droits matrimoniaux sur une fille dans chacune des branches collatérales des lignages, des droits matrimoniaux sur les filles de statut servile dont ils sont les maîtres, des droits matrimoniaux hérités de leurs prédécesseurs. En effet, les créances et les dettes se transféraient à travers les héritages. Il était donc courant de voir des chefs de lignage hériter des droits matrimoniaux de leurs prédécesseurs. À part les chefs de lignage, il y avait aussi les esclaves qui bénéficiaient de ces dons car ils y trouvaient un moyen de fonder un foyer. À Fumban, les femmes à vendre sont remises soit à des commerçants spécialisés, soit présentées de village en village. Ces femmes sont facilement identifiables car elles portent à leur poignet un bracelet d'herbe comme on en mettait sur tout objet à vendre. Les points de vente se trouvent dans les quartiers de Fantin, Mamben et Zintit. Le prix de vente varie de quelques milliers de kauris à une dizaine de milliers de kauris et tout homme peut s'acheter une épouse. Cependant, toutes les femmes ne sont pas mises en vente. En effet, seules des femmes accusées de vampirisme, quel que soit leur statut, peuvent être mises en vente. Les filles des esclaves peuvent être vendues par le maître. Des femmes remises par le roi Adenji peuvent aussi être vendues à moins qu'il ne s'agisse d'une princesse. Je suis consciente de vous avoir bombardé plein d'informations pertinentes. Mais vous savez quoi? J'ai encore quelques petites pépites pour vous. Et si on se faisait un petit récapitulatif des différents modes d'obtention des épouses par les chefs de lignage? Juste un complément d'information que vous pouvez digérer en prenant votre apéro ou bien même mieux, un bon plat de pem japche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mets traditionnel bamona. Le professeur Claude Tardis, qui a fait une étude remarquable de près de 20 ans sur le royaume Bamoun, retrace les différents moyens d'obtention des épouses utilisés par les chefs de lignage sous le règne de Joya. Comme vous pouvez le constater, c'est par le mariage par don que les Ndji obtiennent la majeure partie de leurs femmes et c'est le roi qui fait majoritairement ces dons. Le mariage Tintin, quant à lui, vient en seconde position avec un total de 1544 femmes obtenues. Le mariage par héritage est un mode secondaire d'obtention de femmes que nous n'avons pas évoqué dans cet épisode car à l'époque de l'enquête, la nature de l'héritage en question est difficile à déterminer. La catégorie divers représente les mariages contractés en dehors des traditions. Il s'agit des unions musulmanes. Et enfin, la catégorie sans indication
représentent des mariages dont le caractère est non identifiable. Dans le royaume Bamoun précolonial, le mariage servait différents buts. Il est un moyen efficace pour accroître ses richesses, sceller des alliances avec les lignages puissants, renforcer les liens diplomatiques entre le monarque et ses chefs de lignage et bien sûr, s'assurer une succession. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte du royaume Bamoun, je vous en prie, consultez les sources qui se trouvent dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je souhaite rectifier une légère omission qui s'est produite dans l'épisode sur la vie de couple Bamoun en période précoloniale. Et je profite aussi de l'occasion pour clarifier un commentaire fait dans le même épisode. Dans la troisième partie de cet épisode, il est mentionné que les femmes ne peuvent pas accorder le droit d'exploitation des terres qu'elles cultivent à une étrangère, ce qui est vrai. Toutefois, et là j'insiste sur le toutefois, car c'est la partie qui a été omise, elles peuvent le faire à condition d'avoir reçu l'accord de leur mari. Quant au commentaire que je souhaite clarifier, il est celui fait dans la conclusion de l'épisode, à propos de la condition inférieure des femmes Bamoun par rapport aux hommes Bamoun. Était-elle vraiment inférieure à l'homme Bamoun? Je ne dispose pas d'éléments assez solides pour répondre à cette interrogation. Lors de l'écriture de cet épisode, je m'étais appuyé sur le manque de réciprocité qui existe dans le mode d'interpellation des époux pour tirer cette conclusion. Si vous vous souvenez, il est dit dans l'épisode que le mari a le droit d'appeler l'épouse par son nom, alors que la femme n'a pas ce droit. Elle n'a pas le droit de le faire. J'ai donc conclu qu'à cause de ce protocole, l'épouse Bamoun a un statut inférieur à l'homme. Mea culpa, j'ai quelque peu dévié d'un des principes de la revue des griots, qui est de vous livrer l'histoire avec neutralité. Mais bon, soyez rassurés, dans l'avenir, ça n'arrivera plus. Avant de partir, je souhaite saluer spécialement les habitants de ces quartiers de Fumban, à savoir Fanten, Mamben et Zitit. Quoique l'orthographe de Zitit ait évolué avec le temps pour donner naissance à Jitut. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'être présent. Partagez cette capsule vidéo autour de vous. Vos familles, vos amis, vos maris et vos femmes ont besoin de voir ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir les alertes lorsqu'un nouvel épisode est publié. Allez, ciao!